Et je veux parler maintenant de l'identité et de l'altérité. L'approche interculturelle prend en compte ces deux aspects importants, l'identité et l'altérité. Elle articule l'un et les multiples. Pour ceux qui se souviennent encore, c'est d'un auteur Plotin, un philosophe. Il a parlé de ce binôme de l'un et du multiple. C'est-à-dire, l'approche interculturelle combine l'unité et la diversité, la singularité et l'universalité. Elle privilégie l'hétérogénéité à l'homogénéité, consciente que l'unité n'est pas l'uniformité. C'est un peu quelques balises pour nous permettre de glisser progressivement dans cette approche interculturelle. Et puisque je parle de l'identité, premier point, la culture est un grand marqueur de l'identité. La culture comme marqueur d'identité. Dans son livre « Les identités meurtrières », certainement que vous l'avez lu, je cite Amin Maalouf, il affirme ceci: « Mon identité, c'est ce qui fait que je ne suis identique à aucune autre personne. » Je trouve qu'il y a beaucoup de définitions sur l'identité. Mais pour moi, je pense que c'est la bonne. Puisqu'il dit « Mon identité, c'est ce qui fait que je ne suis identique à aucune autre personne. » Et cette compréhension de l'identité signifie qu'il n'existe pas et ne peut exister deux êtres identiques, futiles de jumeaux. À partir du moment où ils naissent, ils n'ont d'identique que leur code génétique, que leur patrimoine génétique commun. Mais à partir du moment qu'ils viennent au monde, ils sont différents. Et c'est pour cela que nous les appelons jumeaux. La définition souligne la singularité, le caractère unique, différent et original de chaque personne. Et pour Amin Maalouf, il ajoute un deuxième élément important: l'identité de chaque personne est constituée de plusieurs appartenances. Mon identité est constituée à partir de mes appartenances. Je peux être Benjamin, Congolais, qui a vécu en Belgique, franciscain, qui a accompagné les scouts, qui a chanté. Ça, c'est toutes ces appartenances constituent mon identité. Je peux être belge, mais j'étais dans l'armée, ce qu'un autre belge n'a pas fait. Je pense ici à mon grand ami Bernard, que je vois là-bas, qui a été dans l'armée, qui aime bien tirer. Il tire toujours? Tu tires toujours? Non? Non. Encore un peu? Voilà. Donc, c'est une passion pour lui. Hein? Voilà. Mais alors, l'élément le plus important que je souligne ici, c'est que notre identité est constituée de plusieurs appartenances. Et les appartenances deviennent des cercles relationnels qui nous façonnent et nous donnent une identité qui est différente. Nous pouvons être des jumeaux, mais tel jumeau aime la musique jazz, tel autre aime les films d'horreur, tel autre les films policiers. Et tout cela constitue mon identité et constitue ma singularité, même si nous sommes dans la même famille. Tel enfant aimerait bien la mousse au chocolat de maman. D'ailleurs, je l'entends quand il y a... souvent, on dit ça au funérailles. On ne dit pas souvent pour les mariages, les enfants ne sont pas là. Mais au funérailles, on entend « Oh, bonne mamie, ta mousse au chocolat va nous manquer. » Moi, j'entends ça. Le crumble que tu le faisais, ça me faisait craquer. J'entends ça. Mais l'autre va évoquer, non, quand tu nous as menés à la mer et quand nous faisions des bonhommes, nous faisions de la luge au moment de la neige. C'est-à-dire que
dans la même famille, nous n'avons pas les mêmes réactions, nous n'avons pas été touchés par les mêmes choses, parce que nos appartenances sont aussi multiples. Et ce sont ces appartenances qui forment notre identité. Alors, toutes les appartenances nous relient aux différents cercles relationnels, je le dis, et même si toutes ces appartenances n'ont pas la même importance, parce qu'en fait, elles n'ont pas la même importance au même moment, leur combinaison, qui ne sera jamais la même chez deux personnes différentes, s'avère pourtant déterminante dans la constitution de la personnalité, sans bien sûr en être l'unique. La réalité de ces multiples appartenances a conduit Amin Malouf au présupposé selon lequel chaque personne est constituée d'une identité composite et complexe, qui la rend en même temps unique et irremplaçable. La connaissance du caractère complexe, unique et différent de chaque personne devient alors la condition de la possibilité de la relation avec autrui. Et c'est toute la question de l'altérité. Si l'identité affirme le caractère unique et singulier du jeu, du sujet, elle est en même temps un lieu qui le met en relation avec l'autre, les tue, puisque l'identité me dit ce que je suis. Et ce que je suis, de fait, me différencie de l'autre, du tu. Donc, mon identité trace déjà la frontière avec autre ou avec autrui. Et cette relation intersubjective est au centre des études de plusieurs auteurs. Je vous en fais l'économie, et pour illustrer mon propos, je vais me limiter à ne citer que deux d'entre eux, notamment Emmanuel Levinas et Paul Ricoeur. En effet, dans son livre Totalité et Infini, qui est un classique que beaucoup connaissent, Emmanuel Levinas montre qu'il existe entre les jeux et les tu une sorte d'asymétrie, une distance et un fossé. Et là, il pose les fondements radicaux de la différence et de l'identité, qu'on ne peut pas détruire, qu'on ne peut pas anéantir, puisque c'est un peu de l'ordre de la phénoménologie, mais aussi surtout de la métaphysique. Donc, il existe et il existera jusqu'à la fin du temps une asymétrie irréductible entre les tu, les je et les tu. Cette distance, personne ne peut la séparer, personne ne peut la combler. Il existe un fossé que personne ne peut combler parce que le fossé est métaphysique. En revanche, ce fossé irréductible est paradoxalement fondateur de la relation. C'est ce qui est très intéressant. Comme si la séparation, la distance avec autrui est la condition de la relation. Je donne un exemple. Daniela, ou encore Suzanne, vous êtes nos chères mamans. Quelle que soit l'affection, l'amour que vous avez pour votre enfant ou vos enfants, il ne vous est jamais arrivé l'idée de dire « Ma petite chérie, comme je viens de te mettre au monde, je garde même ton cordon ombilical qui est attaché à moi. » Ça s'est fait? Non. Le premier acte existentiel que nos parents posent, qu'est-ce qu'on fait? On coupe. La relation est dans la rupture du cordon ombilical et même dans la rupture du cordon affectif. Quand cette rupture n'a pas eu lieu, c'est ainsi qu'on a des personnes fusionnelles et qui sont à la fois mortifères. Même en amour,
Quand quelqu'un ne vous laisse pas respirer, on dit mais laisse-moi respirer un peu. Il faut qu'il y ait cette distance, parce que cette distance est fondatrice de la relation juste et saine. Et donc, je donne cet exemple pour illustrer au mieux ce que Emmanuel Levinas donne quand il parle qu'entre les jeux et les tu, il y a une sorte d'asymétrie, une distance, un fossé métaphysique. Mais qu'en même temps, ce fossé irréductible est les lieux fondateurs de la relation. Et par ces présupposés, Emmanuel Levinas se garde de réduire l'autre au même. On ne peut pas réduire l'autre au même. Quand j'ai préparé parfois les fiancés au mariage, j'ai parlé avec eux de ces questions. La meilleure manière d'aimer votre partenaire, c'est de faire en sorte qu'il reste lui-même. Pas de le vouloir comme vous. Et je crois que ça a été une des prédications de Père Sébastien qui avait touché quelqu'un ici, Béatrice. C'est ça? Matthieu. Matthieu, voilà, exactement. Donc, les présupposés d'Emmanuel Levinas s'égardent de réduire l'autre au même. L'autre est autre, radicalement autre et fondamentalement autre. Il demeure inaccessible. On ne peut se l'assimiler sans absorber la différence. Au contraire, la question à se poser devant l'autre est la suivante. Comment penser une relation qui respecte cette distance et au besoin la suscite comme condition même de sa possibilité? Ça, c'est la question fondamentale qui mérite d'être posée. Dans l'interdiction de s'assimiler l'autre, parce que c'est ce que Emmanuel Levinas soutient dans Totalité et Infini, se trouve énoncé un principe important. C'est le principe de la distanciation et de la différenciation. Un principe important, indispensable à toute relation juste et authentique. Et c'est le sens du mot interdit. Puisque le mot interdit, on peut le couper en deux. On peut dire inter-dit. Ce qui veut dire ce qui est dit entre. Dans toute interdiction, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ça. La question fondamentale qui est derrière, c'est qu'est-ce qui est dit entre? Parce que l'interdit permet de dire quelque chose. Pour le dire autrement, l'interdit permet deux opérations de l'esprit. Non seulement l'interdit permet une relation, mais appelle à reconnaître l'existence de l'autre. Tu ne tueras pas, parce que c'est l'interdit que Emmanuel Levinas utilise dans Totalité et Infini pour illustrer l'essence de l'interdit. Tu ne tueras pas. Ça veut dire que tu respecteras la vie. Ça veut dire que la vie est la valeur primordiale dans l'existence. C'est ce qui est dit dans l'interdit, tu ne tueras pas. Et Claire Monet, qui est une sœur dominicaine, rectrice de mon université d'Omoni, qui a fait les commentaires sur Emmanuel Levinas, affirme ceci, je la cite: l'interdit comme interdit rend possible la relation en maintenant un écart, rend possible la vraie connaissance de l'autre sans emprise rationnelle ni fusion affective. Alors, nous avons cette première compréhension de l'altérité posée par Emmanuel Levinas dans ce livre Totalité et Infini.
Alors, si l'éthique d'Emmanuel Levinas voit dans la séparation, puisque c'est de la séparation dont il s'agit, la condition même de la relation avec l'autre, le philosophe Paul Ricoeur apporte un autre éclairage dans son livre intitulé « Soi-même comme un autre ». C'est le titre de ce petit livre de Paul Ricoeur, titre très court, mais assez dangereux et qui y a de pièges. Soi-même comme un autre. Et l'accent est mis ici sur comme. Et le comme de Paul Ricoeur a un double sens, pour ne pas dire équivoque. Premièrement, les comme, vous avez retenu le titre, soi-même comme un autre. C'est le titre du livre. Et je dis que le premier comme exprime l'idée de l'identité idem. Comme quand on écrit un livre ou un article où on cite un auteur, on dit, pour ne pas devoir le reprendre plusieurs fois, on dit idem. C'est la première signification du comme. Soi-même comme un autre. Il y a l'idée de idem, identité idem. C'est quelque chose du même ordre, de la même nature. Il veut dire ça. Et qui traduit l'idée de similitude, de ressemblance. Et il a pour contraire autre, distinct, divers. Et le deuxième comme peut se traduire par ipse du latin. Ipse du latin qui veut dire ego. Ipse, ego. Moi-même. C'est pourquoi il dit soi-même comme un autre. Deux idées dans la formulation du titre. Et dans ce sens, le deuxième comme exprime la notion de identité, ipséité. Identité ipsée. Donc le premier c'était identité idem. Et le deuxième c'est identité ipsée, ce qui donne l'ipséité. C'est un mot que les philosophes utilisent. Vous allez le vérifier sur Google, vous trouverez cela. Ipséité pour dire le caractère unique, irréductible, irremplaçable de l'être. C'est cela, l'ipséité. Et d'ailleurs, ces derniers temps, je crois que les jeunes, il y a un musicien, Damso. Vous connaissez Damso? C'est lui qui a popularisé le terme ipséité parce qu'il a fait une musique là-dessus. Si vous tapez sur Damso, vous allez voir ipséité. J'écoute aussi la musique. C'est des notions un peu abstraites. Mais ça donne à penser quand même. C'est ça le but. Donc, soi-même comme un autre, ça porte deux idées différentes. Soi-même, il y a la notion d'identité qu'on appelle le même. On ajoute un néologisme, on dit la mêmeté. Le même, on dit la mêmeté. Et dans l'idée de la mêmeté, ça veut dire que en moi, il y a un peu quelque chose de semblable à l'autre, mais qui ne peut pas être semblable à l'autre. C'est ces jeux contradictoires que le philosophe Paul Ricoeur a voulu soumettre à notre réflexion. Même si dans soi-même la notion du même ou de la mêmeté est affirmée, autre ne pourrait jamais être moi-même. C'est ça la pointe de sa réflexion. Autre ne pourrait jamais être moi-même. Il sera toujours autre que moi. Que retenir de la réflexion de Paul Ricoeur? On peut retenir ceci, que l'identité, dans son double sens, singularise et rend irréductible par rapport à autre. Je suis moi, mais il y a quelque chose de semblable, mais qui pour autant ne me rendra jamais semblable à l'autre. Parce que l'autre,
jusqu'à la fin des temps, il restera autre, avec son côté étrange. C'est ça la réflexion du philosophe Paul Ricoeur. Ainsi, l'ipséité, donc le caractère unique de ma personne, l'ipséité de soi-même, implique automatiquement son altérité. Si je ne peux pas être confondu à quelqu'un d'autre, c'est que l'autre sera toujours autre, différent de moi. Donc, l'ipséité suppose l'altérité. Et celle-ci, l'altérité, est la reconnaissance par le soi-même de l'existence de l'autre en tant qu'autre, de sorte que l'un des aspects ne peut se laisser penser sans l'autre. Les deux s'appellent. On trouve d'ailleurs cette même idée d'ipséité et de mémété dans un document de l'Église qu'on appelle Gaudium et Spes, au numéro 27. Je cite, « Que chacun considère son prochain sans aucune exception comme un autre